Bonjour et bienvenue à Mec au stand en français. Ici, le fusil Lebel. Et ce vidéo ne porte pas sur sa mécanique. Il y a pas mal de littérature en français par rapport à ce thème-là. Et si vous pouvez tolérer l'anglais, il y a pas mal de choses sur Sea and Arsenal et Forgotten Weapons qui démontrent comment ça fonctionne. Mais ce vidéo est plutôt sur le pourquoi, le comment, le... Pourquoi l'adoption de ce fusil? Bon. Voilà. Et donc l'adoption est en fait démonter un peu un mythe. Je dois dire, normalement dans la littérature anglophone, que ceci était le premier d'une génération. Donc, le premier fusil à poudre sans fumée, premier fusil à répétition, premier. Mais comme on va démontrer, c'est plutôt l'inverse. Oui, la seule innovation, c'est pas dans le fusil, c'est pas dans la construction globale de la cartouche, car on avait déjà le Guedes, je sais pas comment... Fusil portugais, ça se dit en portugais, fait par Steyr en Autriche pour les Portugais. C'était déjà 8 mm à cette époque-là, donc au milieu des années 80 de la 19e siècle. On avait déjà des cartouches à petit calibre 8 mm, mais en poudre noire. La seule innovation, c'est la poudre. Quoi? La poudre. La poudre sans fumée? Sans fumée. La poudre blanche. C'est ça l'innovation. C'est les Français, c'est Paul Vieille qui a réussi à faire brûler de la nitrocellulose d'une façon qui permettait sa utilisation dans un fusil et pas non seulement dans un fusil de chasse à grenaille, mais c'était trop vif pour l'utilisation dans des... C'était juste une modification d'une poudre nitrocellulose existante pour que ça brûle donc moins vivement. Pour pouvoir être tiré dans un petit calibre. Donc, quelque chose de très important dans la politique française s'est découlé en janvier 1886. Oui, il y a monsieur, je crois que même général Boulanger, héros de la guerre franco-prussienne, qui est élu en tant que ministre de guerre et qui a reçu la bonne nouvelle de la poudre donc de Paul Vieille en 84. Et donc, ça c'est janvier 86, qui dit eh ben, c'est très bien, on va continuer la grande innovation, je veux un fusil tirant cette poudre avec un petit calibre le 1er mai sur mon bureau, pré-exploitation. Ouais, avec tout le package, tous les dessins prêts pour la fabrication de masse. Voilà. Donc, les ingénieurs se sont fait vider l'estomac dans les deux sens. C'était la panique dans les bureaux techniques. Parce que jusqu'à ce stade-là, il faut le dire, même après l'adoption du gras, il y avait toujours un développement roulant. Donc sans arrêt, les arsenaux, les bureaux techniques, les bureaux d'études, ils acceptaient vraiment sans interruption des projets, des prototypes de l'industrie civile, de n'importe qui, pour tester. Mais il y avait, pour éventuellement en faire quelque chose, mais il n'y avait pas vraiment de test en vue d'adoption pour la prochaine arme. C'était plutôt, s'il y a quelque chose qu'on aime, on va considérer l'adoption gentiment, on va prendre le déjeuner, on va boire un petit coup, et on va le prendre gentiment jusqu'à monsieur l'homme d'action là est arrivé en fonction. Mais les développements qu'ils ont bien appréciés, qui avaient été présentés dans les années juste avant monsieur Boulanger là, c'était le Remington Lee. C'était vraiment en tête. Ils ont vraiment bien apprécié cette arme-là, sauf que ça a apparemment fatigué les poilus. Oui, ça, on a trouvé cette ligne dans les bouquins. On n'en sait pas plus. Je ne sais pas si c'était juste le fait
d'avoir une cadence de tir due à que ce soit un fusil à répétition. Donc au lieu de charger coup par coup avec un gras, on peut se reposer un peu entre chaque coup, tandis que là, il fallait manier la culasse à chaque fois. Ou c'est peut-être parce que à l'époque, les Remington Lee avaient un chargeur amovible et c'était prévu de changer à chaque fois. C'était le mouvement où il fallait transporter beaucoup de chargeurs remplis, c'est lourd, enfin. C'était spéculation, mais c'est noté que c'était fatigant. Et il y avait aussi des développements dans le pipeline de la part de Mannlicher en Autriche, mais il n'avait pas encore apparu. Le premier design de Mannlicher qui était intéressant, c'était de la même époque, là, 1886. Donc, ils savaient que Mannlicher était en train de développer quelque chose d'intéressant, mais ils n'en savaient plus. Ouais, ils avaient une bonne relation de toute façon avec Steyr, qui produisait les Kropatschek 78. Donc, je pense qu'il y avait une correspondance assez amicale à l'époque. Donc, une toute nouvelle arme était exclue, vu le timing là. En 5 mois, c'est hors de question. Ouais, même moins de 5 mois, Ouais, c'est absolument hors de question. De faire quelque chose à partir du Remington Lee, c'était aussi exclu. Et nous sommes tous des ingénieurs ici, donc ça rentre dans les petits détails de l'ingénierie que j'aime. Désolé. J'aime très bien. Bon, c'est pas pour la production de masse, c'est pas une question de juste de copier quelque chose, du reverse engineering en anglais. C'est plus difficile que ça. Les Français avaient entre les mains quelques exemples, je sais pas combien, des Remington Lee, mais c'est pas possible vite fait de faire du reverse engineering de ça pour arriver rapidement à quelque chose qui est soumis à la production de masse. Il y a deux problèmes. Il y a le fait que ça a été construit en pouces et pas en millimètres. Et c'est les tolérances. Et par conséquent, c'est les tolérances. Et les tolérances. mais même si ça a été fait en millimètres, c'est très très difficile de reconstruire les dessins à partir de ça, à partir de plusieurs exemples, car on ne sait pas où se trouve le mesure nominale et où se trouvent les bornes, les tolérances. Et pour une pièce qui doit travailler avec une autre pièce adjacente, il faut, pour la production de masse, que par exemple cette partie de la hausse là, le glissoire, un glissoire minimum doit coopérer avec une hausse. Une hausse, c'est juste l'hausse, c'est pas le ladder en anglais. Donc. Ça doit coopérer avec une hausse maximum et inversement. Ouais. Et sans que ça ne s'arrête pas, sans que quelqu'un doit repasser avec un outil quelconque, ça doit marcher comme un train à chaque reprise. Et c'est ça qui prend du temps. Et juste pour donner un exemple concret, après l'adoption du fusil FAL par les Anglais, toute la machinerie, tout l'outillage anglais, c'était en pouces. Et on ne peut pas simplement prendre les dessins en millimètres et diviser tous par 25,4. Ça ne marche pas. Le problème est que l'outillage et les échelles sur les outillages, c'est en millième de pouce ou 64e de pouce et tout ça. Et ça a pris un sacré temps, une année de temps pour refaire les dessins en pouces. Et il y a certaines pièces de réchange qui sont compatibles entre les fusils FAL pouces et les fusils FAL métriques. Mais il y a certaines parties qui sont critiques à la fonction, comme le pôle de verrouillage, qui ne sont pas interchangeables, car la tolérance et les tolérances et les mesures moyennes, mesures nominales ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc c'est un sacré boulot.
Donc voilà, ce qu'on voulait dire, c'est qu'on pouvait pas simplement, ils pouvaient pas dire, ben écoutez, le Remington Lee est en première place, allez, on va le prendre, on va le copier, et puis, Et on peut même pas dire à Remington, on peut pas, même pas envoyer un télégramme à Remington en disant ah, merci de nous envoyer les dessins. hein. Ensuite il faut que ça vienne par bateau, Donc 6 semaines au mois et on n'a plus de temps. Euh, donc il fallait travailler avec ce qu'ils avaient déjà dans la donc poche. voilà, qu'est-ce qu'ils avaient? Eh bien, ils avaient heureusement euh, le Kropatschek 84 et 85, qui étaient alors tout juste en production pour l'armée, et donc ça c'était plus ou moins la même chose, donc avec un fût en deux parties, avec un boîtier central, un système d'alimentation Kropatschek. Ils avaient même déjà dans le 85 déjà l'arrêtoir de ce style. La culasse à l'époque c'était encore une culasse gras modifiée. Mais il fallait ensuite modifier la culasse pour que ça puisse donc résister à la pression de la nouvelle poudre sans fumée. Mais là même, il n'y a pas eu besoin de vraiment innover. Il y avait un fusil qui s'appelle Gras Bonnet, qui a été testé au moins en 83, qui avait justement une tête de culasse avec deux verrous, deux tenons de verrouillage symétriques, qui avait été retenu justement pour ses qualités. Donc les bénéfices des tenons symétriques à l'avant étaient déjà aussi connus, donc ça ils ont ressorti des tiroirs, et donc ils ont combiné ça pour faire plus ou moins, disons, au niveau du système, on avait le système qu'on voit donc dans le Lebel. Ouais, donc effectivement, ils ont fait le minimum du minimum avec ce qu'ils avaient domestiquement déjà. Le Kropatschek 85 était déjà en production à Saint-Étienne, donc ils avaient tout le package technique, tous les infos techniques, toutes les tolérances, tout ce bordel-là pour recommencer. Et ils ont vraiment fait le minimum du minimum, même avec la cartouche. Car c'est le Clayset, le couloir, là, c'est la même que le 8 mm gras. Ils ont fait ce... 11 mm. Pardon, 11 mm gras. Ils ont fait ce double conicité. Cette double conicité là, pour faire le minimum, pour éviter de ne rien changer dans la coulasse, dans l'élévateur, Dans le magasin. dans le magasin. La seule chose qu'ils ont fait dans le magasin, c'est une simplification que ils n'ont plus mis de Ils n'ont pas de manchon manchon. C'est juste un canal dans le dans le bois. C'est Voilà. tout. Simplification. Mais en fait, il y a beaucoup, des fois, encore je dis dans la littérature anglo-saxonne, ils disent oui, ils ont développé le Lebel en urgence à cause de la guerre. Mais non, à l'époque il n'y avait pas de guerre, il y avait de la concurrence avec l'Allemagne bien sûr. Mais c'était plutôt une question politique. Que voilà, on a cette nouvelle poudre, je veux ce fusil, débrouillez-vous. Et voilà. Donc, ils ont bien fait de la démerde, mais le problème est, avec recul, on sait que ce fusil qui était obsolète le moment de son issue est resté dans le système pendant 70 ans. voilà, bon, ça c'est dû à des guerres, bien sûr. Mais c'est pas leur faute. C'est À leur faute, Ils non, ont- à l'époque, ils ne savaient pas non plus Ouais. ça allait durer tant de temps. Et ils ont continué d'accepter des modèles d'essai, des exemplaires, même après l'adoption. Car Ah. ils cherchaient encore à trouver des fusils. Et on avait, bientôt après, on avait les premiers Berthier qui se sont sortis, qui se basent à peu près sur le même système de verrou, mais sont mieux... Ils sont plus Développés. ergonomiques, ça c'est sûr.
pour l'actionnement de la culasse, un Berthier, c'est tellement mieux. Et donc, c'était pas la première exemplaire de la nouvelle génération, c'était la dernière de l'ancienne génération qui se caractérisait juste par la poudre. Voilà. Et à cause de ça, il y a certains aspects du fusil qui sont assez primitifs, comme par exemple le fût d'avant. Ça s'attache au fusil par une goupille et les bandes. Voilà. Voilà. Comme un fusil chargé par la bouche. Presque. Presque, un peu. C'est assez primitif. C'est incroyable qu'ils tirent aussi bien qu'ils font, car ce système-là, c'est pas optimal. Non, sinon l'arrière, pour ça, c'est assez moderne. On a un renforcement pour le recul. De ce côté-là, il n'y a pas vraiment de problème au niveau de modernité à l'époque. Mais oui, c'est un joli mélange de... Ah non, c'est pas un mélange qu'on vient de dire, c'est vraiment la fin d'une génération qu'on voit ici. Et malgré tout ce qui se dit, je l'adore. Hein, désolé. C'est dans le sang. C'est dans le sang. Je l'adore, il a une grâce, une élégance de la belle époque. Et, il y a Rosalie. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre là-dessus? Ouais, il y a pas mal de propagande dans la littérature officielle par rapport aux performances, à la prestation oui. de ce fusil. On a... pareil, on ne sait pas exactement dans les conditions, mais ils indiquent que une cadence maximum de tir, ça serait avec 9 cartouches, donc magazine chargé avec une cartouche chambrée, une cadence de donc 9 coups en 11 secondes. En épaulant. En épaulant à chaque coup, donc ce qui implique qu'il faut désépauler pour faire la manutention. On a essayé donc vide, sans recul. On avait réussi à ce maximum de 7. Et on a essayé en le retenant épaulé. Ouais. Et c'est encore pire. Le problème à l'épaule, c'est... Enfin, le problème en fait de tout, c'est que le levier est très court. Et il faut vraiment frapper un coup si on veut faire rapidement. Parce que sinon... Il faut vraiment un effort. Ouais. Laisse tomber le percuteur. Voilà. Et montre. Ouais. C'est vraiment contre la joue. Contre la joue, c'est pratiquement impossible de garder. Bon, là, ça va. Mais... J'y crois pas trop. Peut-être il y avait quelqu'un un peu comme les Anglais qui ont fait des vrais Mad Minutes de 36, comme Wallingford là, peut-être c'est un peu du trick shooting, un peu comme ça, à la cirque. Au cirque. Oui, au cirque, oui. Et puis aussi, on a aussi vu que les tests étaient assez rudes de fonctionnement. Là, il y avait donc une cadence de tir de 20 coups par minute pendant une demi-heure. 10 coups, pardon. 10 coups par minute pendant une demi-heure. Donc ils ont testé ça et apparemment il y a des choses assez spectaculaires qui commençaient, comme bon, il y avait le mirage dû à la chaleur qui obscurait complètement la visée. Il y avait la hausse qui commence à se dessouder et tomber. Le guidon s'est dessoudé, donc le mirage n'était plus un problème car on n'avait pas les moyens de viser quand même. Mais c'est intéressant que même à l'époque, ils testaient ça à fond. Mais ils avaient aussi prétendu une cadence de tir pratique de 20 coups par minute. Voilà. J'y crois pas. Ceci en commençant donc avec un tube chargé, donc ça implique 2 rechargements. On va donc essayer. Il faudra qu'on essaye.
Ouais. Mais j'y crois pas non plus. J'y crois pas trop du tout. Même si on pense que tout le monde pensait que les 15 coups par minute des Anglais étaient incroyables, de dire que c'était possible, sauf sous condition de cirque, de faire ça dans la pratique avec un magasin à tubes, j'y crois pas. En rechargeant de la cartouchière. Mais oui, peut-être qu'on va tenter le coup. Mhm. C'était la solidité de cette construction avec un fût en 2 parties. C'était particulièrement apprécié pour l'utilisation des lance-grenades, donc le lanceur VB. Voilà, qui était fixé plus ou moins comme une baïonnette sur le guidon, pardon. Et donc il y avait une meilleure répartition du recul à travers ce fût ici. Ensuite on a un bon boîtier là qui prend le choc, qui est transmis à travers la crosse qui est bien fixée et renforcée. Tellement apprécié que même alors l'adoption du Berthier, ils ont continué. Imaginez que c'est un fusil. Ils ont continué à utiliser les Lebel pour lancer les grenades pour fusil. Et c'est pas apprécié parmi les anglophones que les Français étaient bien vers l'avant avec la technologie des armes à feu, des lance-grenades, des choses comme ça. La politique et les guerres qui se sont mis dans le chemin un peu. Mais la recherche et le développement étaient bien vers l'avant. Et pour ceux qui ne connaissent pas le lance-grenade VB, là, c'était des grenades avec un passage donc, qui était tiré avec une cartouche à balles standard. Pas de munitions spéciales. Ouais. Tous les Anglais, les Américains, même les Allemands, je pense, utilisaient des cartouches spéciales lance-grenades qui avaient une... C'était des cartouches propulsantes en fait. Ouais, propulsantes, comme des... j'ai le mot suisse en tête, des munitions de marquage. Ouais. C'est quoi en français? Munitions de marquage. Ouais. Munitions de marquage. Mais plus puissant avec de la poudre adaptée au lancement de grenades. Et ok, le problème est qu'on doit prévoir ce passage, mais de l'autre côté, on peut aussi prévoir un petit levier dans le passage qui est actionné par la balle lorsqu'elle passe au travers, qui frappe sur le percuteur et qui commence à faire brûler le détonateur. Le détonateur. Et basta. C'est un système assez intéressant. Ça réduit, pour la même taille de grenade, ça réduit un peu la quantité d'explosifs qu'on peut mettre dedans, car on doit prévoir le passage, mais moins d'erreurs. On peut plus mettre une vraie balle derrière un grenade qui se fait exploser devant la gueule et tirer sur quelqu'un et tirer une cartouche marquage à la place. Ouais. Voilà. Il y a des avantages. Dans le training, il y a des désavantages car on doit prévoir suffisamment de place de sécurité pour que les vraies balles qui ont passé au travers les grenades ne font pas de dommages. Des dégâts devant. De dégâts devant, oui. Donc c'est un peu... Mais bon, je pense que normalement c'était tiré en l'air. Je pense pas qu'il y avait du tir en tranchée à blanc avec le VB. Non, mais c'était plutôt au stand d'entraînement. Prévoir suffisamment de kilomètres de place pour que les balles puissent attirer sans dégâts. Ouais. Donc, ouais. Je crois que c'est tout. J'espère que vous avez apprécié ce petit exposé non technique mais historique sur le Lebel. Il y a une version anglaise aussi pour ceux qui font plaisir à ça. S'ils ont survécu jusque-là en français, bravo. Well done, guys. Et je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas notre page Facebook, Patreon si vous en avez envie. Et à la prochaine sur Mekostand. Allez, salut maintenant!